Vos frappes seront suivies des nôtres, c'est la phrase de la semaine. Le Hamas semble préparer le terrain à une nouvelle guerre dans le sud d'Israël. Et de nouveau en cycle infernal, lancé de cerfs-volants incendiaires et ballons piégés, représailles de Tsahal, tirs de roquettes et obus de mortier, une cinquantaine en tout. Comme si l'histoire ne s'était jamais arrêtée depuis 2014 et l'opération Bordure Protectrice. Une émission consacrée également à la vie de ceux et celles qui vivent avec le syndrome post-traumatique en Israël, comme en France. Avant cela, c'est le Flash Actu Défense d'Elsa Mimoun. Bonjour Elsa. Bonjour Mathias, bonjour à tous. Nouvelle violence à Gaza, une cinquantaine de missiles ont été tirés par des terroristes palestiniens contre Israël. Plusieurs dégâts, pas de blessés. Des roquettes ont été interceptées. Tsahal a frappé 25 cibles du Hamas en représailles. L'armée israélienne qui doit également faire face à la menace des ballons incendiaires et qui désormais procède à des tirs de semonces lorsque des Palestiniens s'apprêtent à lancer ces engins incendiaires. Des engins qui sont aussi étonnants que cela puisse paraître, confectionnés à l'aide de préservatifs gonflés à l'hélium pour parcourir une plus grande distance, car plus résistants, ils peuvent par conséquent emporter une plus grande charge explosive. Les services de sécurité intérieure israéliens ont démantelé conjointement avec l'armée israélienne une cellule terroriste du Hamas en Cisjordanie qui planifiait des attaques de grande envergure en Israël. La cellule terroriste opérait depuis la ville de Naplouse et était composée d'une vingtaine de membres. Israël serait-il l'auteur des frappes près de Deir ez-Zor en Syrie? C'est en tout cas ce qu'affirme un responsable américain. La frappe qui s'est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi a fait 52 morts parmi les combattants pro-Assad selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Washington avait d'abord été pointé du doigt par Damas avant de nier toute responsabilité. Jérusalem n'a pas réagi. Et puis les autorités israéliennes ont annoncé l'arrestation d'un ancien ministre et ex-député, Gonen Segev, interpellé au mois de mai dernier en Guinée-Conakry. Israël avait demandé son extradition car l'homme est accusé d'avoir espionné au profit de l'Iran. Il aurait livré à Téhéran des informations pendant 6 ans. Voilà Mathias, place à vos invités. Merci Elsa. Mon premier invité ce soir, Adi Karmi, ancien officier supérieur du Shabak, le renseignement intérieur israélien. D'abord, première question concernant ces cerfs-volants, ces ballons incendiaires, ces ballons piégés. Est-ce que oui ou non, l'armée israélienne doit reprendre les éliminations ciblées? Erev Tov. Medinat Israël noeget be'achrayut. L'État d'Israël agit avec responsabilité, agit en fonction de la moralité du combat, de sa capacité à gérer sa force. Il n'y a pas de doute sur le fait que les forces de sécurité, dans leur ensemble, ont les moyens de cibler les lanceurs de cerfs-volants. Mais bien qu'il s'agisse d'une activité terroriste planifiée et dirigée par le Hamas lui-même, le pays cherche le plus possible à contenir ses représailles. En ne déployant pas le maximum de force contre ces lanceurs de ballons piégés, tout en exigeant du Hamas qu'il stoppe le phénomène. Amir Peretz, ancien ministre de la Défense, qui vit à Sderot, disait ce matin à la radio de l'armée, ce n'est pas les lanceurs de cerfs-volants qui doivent être visés, mais Yahya Sinwar, directement le chef du Hamas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Le Proche-Orient est une région où il y a beaucoup de changements, où plusieurs de nos voisins vivent de manière instable. Nous essayons de gérer la situation dans Gaza avec réflexion et de manière mesurée. Regardez, lorsque des terroristes sont arrivés à la clôture armée d'engins explosifs, nous avons su les cibler. Je suis persuadé que si les tirs de cerfs-volants incendiaires ou les ballons piégés continuent, il n'y aura pas d'autre choix que de viser les lanceurs. En attendant, les forces de sécurité et l'échelon politique estiment que c'est le Hamas qui est responsable de cette situation dans la bande de Gaza. Alors c'est une question, je repose la question de manière peut-être un peu détournée. Est-ce que c'est un problème de renseignement, les cerfs-volants, ou est-ce que c'est un problème opérationnel dans un temps déterminé ? C'est une situation où l'on doit savoir comment utiliser notre force. Nous savons frapper n'importe quelle cible dans la bande de Gaza, que ce soit des humains ou des sites d'armes.
Mais je pense que nous essayons de réduire au maximum le nombre de pertes, de répondre de manière réfléchie et mesurée. Il nous pousse dans une situation où il n'y aura plus d'autre choix que de frapper et de cibler les lanceurs de cerfs-volants et de ballons piégés parce que cela devient de plus en plus dangereux. Le Shabak, les Shin Bet, sait arrêter les terroristes, il sait arrêter aussi des espions. Je sais que vous n'aimez pas et vous ne voulez pas en parler. On va essayer quand même d'en parler. Alors Adi, juste un instant, on regarde l'historique justement de ces Israéliens qui sont passés de l'autre côté de la frontière, sans aucun jeu de mots, et on en parle juste après. L'affaire Gonen-Segev vient s'ajouter à la liste des affaires d'espionnage commises par des Israéliens au profit de pays étrangers. 1982, Marcus Klingberg, le doyen des espions, est condamné à 18 ans de prison. C'est l'une des affaires d'espionnage les plus graves de l'histoire d'Israël. Cet immigrant juif polonais scientifique reconnu aura pendant 30 ans transmis de nombreux documents classés secret défense à l'Union soviétique avant de finalement avouer ses torts lors d'un interrogatoire du Shin Bet. 1986, Mordechai Vanunu révèle au The Sunday Times des détails sur le programme nucléaire militaire israélien, dont notamment des photographies prises à l'intérieur de la centrale nucléaire de Dimona. Après son enlèvement par les services secrets israéliens, Vanunu est jugé et condamné pour trahison de secret d'État. Il passe 18 ans en prison et sera libéré en 2004. 2007, Azmi Bishara fuit Israël pour le Qatar. Les autorités l'accusent de trahison pour avoir conseillé le groupe terroriste chiite libanais du Hezbollah pendant la guerre de l'été 2006. Arabe israélien originaire de Nazareth, cet ancien membre de la Knesset a toujours fait l'objet de nombreuses controverses. Ali Karmi, je disais que vous ne voulez pas en parler, comme la plupart d'ailleurs de vos confrères qui ont servi de très nombreuses années au Shabak, au Shin Bet, les renseignements intérieurs israéliens. Quelle a été votre réaction d'abord lorsque vous l'avez entendu? Comment le Shabak a-t-il pu mettre la main sur un tel espion, si tant est que cela est prouvé? Personne n'est fier de cet incident. Israël est un État démocratique où il fait bon vivre, qui respecte tous ses citoyens, y compris les minorités. C'est pour cela que lorsqu'un homme prend contact avec un pays qui souhaite éradiquer Israël et qu'il souhaite coopérer avec ce pays, il est évident que c'est une tâche pour notre pays, pour ses citoyens, pour le monde. Puisque l'Iran est un pays qui menace l'équilibre du monde en souhaitant obtenir l'arme nucléaire. Comme je l'ai déjà dit, le Shin Bet est un organisme qui est expérimenté, qui dispose de succès opérationnels remarqués, qui a évité des centaines d'attentats, qui est capable de se renseigner, de recruter, de se moderniser au niveau technologique. Et donc, comme il n'y a pas de double standard, nous avons mis la main aussi sur cet homme, Gonen-Segev. Nous aspirons, comme toutes les agences de renseignement qui se respectent, à attraper toutes les personnes qui veulent s'en prendre à notre État. Est-ce que s'il fallait le prouver, encore une fois, l'Iran utilise tous les moyens, je répète, tous les moyens pour parvenir à ses fins, pour mettre la main sur des agents israéliens ou des informations made in Israël? Bien entendu, l'Iran a décidé qu'Israël était son objectif numéro 1. Mais ce n'est pas clair. Nous n'avons aucun problème avec l'Iran. Jusque dans les années 70 et la révolution des ayatollahs, nous avions des relations diplomatiques avec l'Iran. Nous avions une ambassade sur place. Mais depuis, l'Iran dit, à qui veut bien l'entendre, qu'il veut détruire l'État d'Israël via des opérations d'espionnage et des attaques. Nous n'oublions pas les attaques de Buenos Aires, les attentats de Bourga et d'autres dans le monde. C'est un État terroriste. Et comment ils recrutent? Comment ils l'ont recruté? Comment ils ont pu le recruter? Je ne veux pas rentrer dans ces détails. C'est un Israélien qui vit à l'étranger. Il n'y a aucun problème à rentrer en contact avec lui. Ils sont entrés en contact avec lui dans des hôtels. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais ils ont fait ce qu'ils avaient à faire avec lui.
et il devra payer en fonction de ce qui est prévu par la loi. Dernière question. On avait l'impression que les renseignements intérieurs israéliens ou extérieurs menaient 7-0 contre l'Iran. Il semble bien qu'on se rapproche presque de 7-1 de la dernière finale de la Coupe du Monde entre le Brésil et l'Allemagne. Vous avez l'impression que les Iraniens ont marqué un point ou pas ? Il a été arrêté sur la ligne de but. Les personnes qui travaillent dans le renseignement savent qu'il n'y a pas de 100%. Mais ce qui est le plus important, c'est de savoir se remettre en question. On cherche sans cesse à garantir la mission, à réussir notre opération. Nous ne doutons pas de notre voie, car nous sommes certains de son bien fondé. Nous n'avons qu'un seul pays. C'est Adi Karmi, je rappelle que vous êtes ancien officier supérieur du Shin Bet. Merci d'avoir répondu à mes questions, parce que je savais que ce n'était pas forcément facile et aisé pour un ancien du Shabak. Et merci à Cyril Amar d'avoir permis aussi également la traduction de mes questions. On reste dans l'univers de guerre, mais sous un angle différent. Les hommes que vous allez voir ont été blessés sur le champ de bataille, faits prisonniers ou témoins des horreurs de la terreur. Ce reportage a été tourné, diffusé il y a 8 mois, mais il reste plus que jamais actuel. On en parle juste après avec nos 2 invités, Oren Orbitoun depuis nos studios à Tel Aviv, mais également Sabrina Verrier depuis nos studios à Paris. Nous en parlons dans un instant. Ils s'appellent Yoav, Peter, Benny, Oren ou Avner. Comme eux, ils sont des dizaines à souffrir en Israël de syndrome de stress post-traumatique. Demande à ma femme, ça fait 30 ans que je dors dans le salon, elle me dit que je la dérange, je ne dors pas. Anciens prisonniers de guerre, blessés, certains mutilés, d'autres toujours en état de choc psychologique. Ils ont mis 5, 10, 20, voire 30 ans pour comprendre ce qu'ils éprouvaient. Et c'est sur ce bateau qu'ils se retrouvent chaque semaine. Une thérapie de groupe en mer, sans médicaments ni psychologue. Ensemble, ils mettent des mots sur leur mal. Nous sortons tout le temps en mer. Si nous n'avions pas ce bateau, nos blessures se rouvriraient. La plaie resterait ouverte. Notre médicament, c'est la mer. Quand on sort en mer, on fait toutes sortes d'activités qui nous empêchent d'avoir peur. C'est ce qui nous permet de rester à la surface. Sinon, nous serions dans notre lit, sous les draps, comme si nous étions des momies, à ne rien faire. Cette envie d'exprimer, de partager ses peurs, y compris si les douleurs physiques et morales restent gravées, ne s'effacent pas. Je suis resté de très longues minutes, seul, vivant au milieu des soldats tous morts. Pendant la première guerre du Liban, un missile RPG m'a découpé une partie de la jambe. J'ai pris 3 balles, ici, sur le bras et dans l'épaule. On m'a cousu, refermé les plaies, c'est vrai. Mais ce n'est que 30 ans plus tard que j'ai compris que je souffrais de syndrome post-traumatique. C'est Yoav Ben Navid qui est à l'origine de cette initiative. Sans doute l'un des plus marqués. Fait prisonnier pendant la guerre du Kippour en 1973, il restera 8 longs mois dans les geôles syriennes. Blessé, à être torturé. On a été libérés et on est revenu en Israël. J'ai continué à faire mes périodes de réserve comme si de rien n'était, jusqu'à ce que j'ai 25-26 ans. En 6 mois, tout a changé. J'étais étudiant en cinéma, je travaillais tout le temps. Et puis soudain, ma vie s'est écroulée. J'ai tout perdu. J'avais des crises de colère. La plupart du temps, ça se terminait en bagarre. Cela fait désormais plus de 15 ans qu'il emmène en mer, en Israël et à l'étranger d'anciens soldats ou policiers, comme Benny, commandant de l'unité des démineurs, au plus fort de la 2e intifada dans les années 2000. Celle, notamment, des attaques suicides. J'ai pris ma retraite en 2002. Mon travail était très difficile et surtout exigeant. J'étais persuadé que je pourrais profiter de la vie. Mais j'ai vu que je n'étais pas heureux, je n'étais pas calme, que j'étais en colère, que je n'étais joyeux ni avec ma famille ni avec mes amis. Benny est un cas particulier. Il n'a pas été blessé. Ce sont ces images d'attentats à répétition qui l'ont marqué. Mais comme la plupart des officiers d'unités d'élite, il n'a pas le temps de faire une pause, d'essayer de comprendre. Et pourtant, il lui a fallu avancer, ne pas sombrer. Dans une société normale, on peut se retrouver très vite outsider d'une discussion et on va te demander des comptes. Ici, c'est différent. On se comprend, on se parle, on laisse les gens s'exprimer s'ils le veulent. Qui plus est, en mer, ça nous calme. Notre peuple a souffert au cours de son histoire. Il a pris beaucoup de coups. Mais il existe, il résiste, il ne rompt pas. C'est sans doute notre ADN.
On m'a donné une seconde vie. Et quand je regarde en arrière, que je vois mon ancien geôlier que je détestais, à cause de qui je faisais tellement de cauchemars, que je voulais tellement tuer, je me pose la question, où est-il aujourd'hui? Où sont ses enfants? Où sont ses petits-enfants? Et où sont les miens? Alors oui, j'ai vaincu cette guerre. C'est ma devise de vie. Selon le ministère israélien de la Défense, plus de 20% des soldats engagés dans des conflits souffriraient de syndrome post-traumatique. Ils peuvent, au moins, aujourd'hui, mettre un nom sur leur souffrance et éviter d'être submergés. Oren Orbitoun, vous avez été un combattant dans une unité prestigieuse des infiltrés dans les gardes frontières, dans la police des frontières, aux premières heures de la première intifada. Vous êtes auteur du livre Ravid Nefetz, un baril de poudre, en hébreu, également fondateur tout récent de l'association Trauma for Good. Merci d'être avec nous. Et depuis Paris, Sabrina Verrier, vous êtes militaire de carrière au sein du ministère de la Défense, veuve d'un soldat français combattant mort en mission en 2009 au Liban, et vous êtes membre de l'association Femmes de militaires. Merci d'être avec nous. Je vais commencer avec vous. Et Oren, je vous ai vu particulièrement stressé, même en colère, au moment de la diffusion de ce reportage. Pourquoi ? J'ai vu ce reportage que vous avez diffusé et je me suis vraiment identifié à ces gens. Je comprends ce qu'ils vivent et cela me donne des frissons dans tout le corps, car je comprends exactement ce qu'ils ressentent. Je comprends leurs émotions, leurs peurs. Sabrina, vous avez pu suivre le reportage à distance. Est-ce que vous avez eu l'impression, lorsque cet homme disait « ça fait 5 ans, 10 ans que je dors sur le canapé », vous êtes veuve d'un combattant, mais un combattant qui vivait avec vous au moment de ses missions, est-ce que vous avez ressenti les mêmes impressions et que cette manière de vivre particulièrement difficile avec lui ? Complètement, surtout les retours d'OPEX, en fait, on ne nous prépare pas en tant que jeune épouse et même eux, jeunes combattants, surtout qu'on a des hommes exceptionnels parce qu'ils sont très bons dans leur mission, ils ont une certaine pudeur, ils ne se plaignent jamais. Et quelque part, quand ils rentrent justement de mission, ils font comme si tout va bien, comme si tout allait bien. Et le souci, c'est que ça ne va pas bien du tout parce qu'ils rentrent avec toutes leurs horreurs et tout le stress qu'ils ont eu durant ces missions-là. Donc moi, j'ai connu mon mari en rentrant de mission à dormir aussi, lui, sur le canapé, justement peut-être aussi pour ne pas nous blesser, parce que des fois, il se réveillait dans la nuit avec le cœur qui battait à 200 à l'heure, les sueurs, les terreurs nocturnes, les cris. Une fois, il s'est levé, il a mis un coup de poing dans le mur, on ne savait pas ce qui se passait. C'est vrai que c'était important. Et pour nous, heureusement, en France, il y a eu une grande évolution au niveau des syndromes post-traumatiques. Oren, Sabrina vient de parler de sentiments toujours de combat, même quand on est à la maison, on est en stress. Vous m'avez raconté hors antenne que vous avez même failli étrangler votre fille. Dans mon cas, pratiquement, j'ai passé 16 ans sans être diagnostiqué post-trauma. Je ne savais pas de quoi je souffrais. Et ce qui m'a fait vraiment comprendre ce que j'avais besoin, d'être soigné pour post-trauma, c'est un jour où j'étais assis dans mon salon, à la maison, après une journée de travail, et tout en étant assis, je suis entré dans un cauchemar. J'ai rêvé de ce combat qui s'est déroulé à Jenin, et au cours duquel mon commandant était tué alors que je combattais à ses côtés. Et pris dans ce cauchemar, j'ai ressenti que quelqu'un m'étranglait et que j'allais mourir. Et la première chose que j'ai fait, c'est d'attraper une gorge. Et lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte que j'étranglais ma fille de 6 ans. Je l'ai presque tuée. Aussi, je pense que cette question de post-trauma doit recevoir un soutien très large. Ce n'est pas important de savoir si je souffre de post-trauma en Israël, en France, aux États-Unis ou dans un autre État. Cette décision doit être traitée au niveau international, de façon à aider ceux qui souffrent de syndrome post-traumatique et éviter au moins le prochain suicide. Parce que vous avez un proche qui s'est suicidé tout récemment. Oui, j'ai reçu un appel téléphonique en tant que président de l'association Trauma for Good, il y a à peu près 1 mois et demi, de la fille d'un membre de ma famille, membre des parachutistes. Je ne donnerai pas son nom pour respecter sa vie privée. Et elle m'a raconté qu'il était en post-trauma depuis l'opération Paix en Galilée. Il vivait dans l'isolement. Et un soir, il regardait une série à la télé dont le héros souffre de post-trauma et de soldats qui ont vécu cette expérience.
Et apparemment, cela a été le déclic. Le matin à l'aube, il s'est pendu. Un cas dramatique. Car au-delà de la détection des cas de post-traumatique, ceux qui reçoivent un traitement peuvent revenir à la vie normale, comme moi je l'ai fait, car j'avais conscience du problème. Mais le problème, ce n'est pas ceux qui ont été diagnostiqués, c'est ceux que nous ne détectons pas. C'est là le vrai problème. Sabrina, justement, Oren disait que l'important c'est de déceler le mal. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes entendu au sein même de votre institution de l'armée française? Nous, on a cette chance, c'est qu'à l'ANFEM, en fait, on s'est tous regroupés, donc on est toutes les épouses de militaires à revenir au sein de cette association. En fait, qu'on soit épouse de militaires actives à la retraite, donc ça nous permet d'avoir la continuité. Aujourd'hui, on accueille donc les veuves de guerre et ça nous permet justement de déceler grâce à certains détails qui nous paraissent, vous voyez, comme là, les terreurs nocturnes, une colère, une fatigue. Voilà ce que c'est compliqué à déceler aussi, hein, parce que des fois, on a, comme le disait très bien le reportage, ils sont un peu pudiques, ils ont l'impression que c'est eux le problème, que c'est pas normal, que c'est eux qui vont pas bien. Et le souci, c'est que c'est pas du tout ça. C'est que quand ils arrivent à comprendre que c'est malheureusement pas de leur faute et que c'est quelque chose qu'ils subissent et non quelque chose qui est voulu, et ben déjà là, on a fait un grand pas. Et là, on peut commencer les démarches. Parce que c'est de comprendre que c'est une réalité et l'acceptation est le plus dur et le plus grand pas en fait. C'est d'accepter de demander de l'aide, d'accepter tout simplement. Accepter de demander de l'aide et surtout d'être reconnu comme tel. Parce que vous me disiez également en préparant l'interview que vos enfants ont besoin, aimeraient que ce problème-là soit reconnu comme tel pour justement avancer. Vous-même également. Nous, c'est notre gros combat en tant que veuves de guerre, parce que malheureusement, nous sommes des jeunes veuves de guerre. Nous avons des enfants qui sont devenus donc orphelins de guerre, pupilles de la nation par la force des choses. Et le souci, c'est que quelque part, même actuellement en 2018, vous parlez de veuves de guerre, les gens vous regardent, ils ne comprennent pas, parce que pour eux, il n'y a pas la guerre. Ils ont du mal à assimiler, alors qu'on est réel. Vous voyez, je suis devant vous. J'ai été veuve de guerre à 25 ans avec mes 3 enfants. 2 ans, 3 ans et 6 ans. Aujourd'hui, ils ont un réel post-traumatique. Nous avons moi-même un réel post-traumatique. Moi, il n'y a pas un jour où je tremble, où je pense. Vous voyez, rien que quand on va aux cérémonies, j'entends le haut mort, j'ai mon cœur qui tremble, je revois le cercueil de mon mari arriver. Je suis détruite. J'ai cette blessure intérieure qui me détruit tous les jours. Je ne peux plus rentrer dans un hôpital. J'ai une amie qui a accouché pourtant pour un bel événement. Je ne peux pas rentrer dans un hôpital. Je suis traumatisée, je n'y arrive plus. Oren, Sabrina disait à l'instant qu'elle n'arrivait pas à tourner la page. Comment on se reconstruit? Est-ce qu'en Israël, vous sentez qu'on est proche de vous? Je suis à 50% handicapé par le syndrome. Je suis un handicapé de guerre. Une partie de ma reconstruction est passée par l'écriture de ce livre, Ravit Nefetz. Baril de poudre, qui a déjà été traduit en anglais et j'espère très prochainement en français. Tout ce que je fais en rapport avec le syndrome post-traumatique et l'aide que je peux apporter à mes frères d'âme me permettent d'aller de l'avant dans ma vie au quotidien. Oui, parce que vous avez créé votre association Trauma for Good, non seulement pas que pour les vôtres, c'est-à-dire les gars de frontières, les infiltrés, mais aussi pour le Shin Bet, les renseignements intérieurs, les soldats, les policiers, les secouristes du Magen David Adom. Tous ces gens-là, vous leur parlez au quotidien. L'objectif de l'association Trauma for Good est de donner tous les outils pour aider toutes les forces de sécurité, les secouristes du Magen David Adom et les pompiers, qui sont également les témoins d'images très difficiles et qui se retrouvent parfois seuls face à l'horreur. Mais au-delà du combattant, c'est aussi ceux qui l'entourent qui sont importants. Je souffre, oui, mais j'ai infligé des souffrances à ma famille, à mes proches, bien que mes amis et ma famille n'ont pas compris le sens de ma souffrance. Ils n'ont pas compris pourquoi je suis stressé, pourquoi je n'ai pas de patience, et rien ne m'intéresse, pourquoi je suis en dépression. J'ai reçu de l'aide du département de rééducation du ministère de la Défense via des aides psychologiques et psychiatriques. Je pense que le syndrome post-traumatique est un grave problème, mais nous avons les moyens de le surmonter et de vivre avec. Pas comme cela est le cas aux États-Unis où 22 personnes se suicident par jour. Des anciens combattants d'Irak, d'Afghanistan et même ceux qui ont combattu au Vietnam. Soit près de 11 000 cas de suicide par an aux États-Unis, résultat du syndrome post-traumatique. C'est affolant. Il faut faire quelque chose pour que ça s'arrête. Merci Oren Orbitoun. Dernière question
à Sabrina. J'aimerais vous poser la question clairement. Lorsqu'on est français, lorsqu'on est américain, lorsqu'on est israélien, est-ce qu'on ressent exactement le même sentiment post-traumatique ? Honnêtement, je pense que ce qui m'a le plus interpellée en fait dans le reportage, c'est que j'avais l'impression de parler avec mes soldats à moi, avec, vous savez, ce qu'on gère au niveau de l'ANFEM, parce qu'on ne fait pas que de l'entraide. Vous voyez, les filles, elles sont exceptionnelles, elles peuvent vous trouver de l'argent pour acheter une prothèse, comme elles sont là tous les jours pour amener une écoute, une continuité dans les familles. Et quand j'entends ces soldats qui se reconstruisent à travers le bateau, nous, c'est vrai qu'on a des gros projets en France, on se reconstruit par le sport. Donc c'est là où ils retrouvent une unité. Et je pense que peu importe l'arme dans laquelle on appartient, le pays pour lequel on appartient, ces soldats sont d'une grande valeur. Et ils se reconstruiront que grâce à cette fraternité et cette unité de reconnaissance. Est-ce que ce sont des frères d'armes ? Et c'est ça le plus important. Peu importe le pays, on a ce lien qui nous lie. On est une famille, on est des frères d'âme. On aime notre pays, on est des gens de valeur. Et je pense qu'on mérite bien cette attention. Et félicitations à tous ces soldats. Moi, je suis vraiment fière d'être cette petite fille de militaire, cette fille de militaire, cette épouse, même veuve de guerre. Je suis fière d'eux, vraiment. Merci. Du fond du cœur. Merci Sabrina Verrier. Ce sentiment, ce cri du cœur, comme vous le disiez à l'instant, depuis nos studios de Paris. Merci Oren Orbiton, merci à tous les deux, parce que je sais que c'est pas évident d'en parler et surtout d'être digne dans la douleur. Merci à tous les deux. Voilà, cette émission spéciale de défense est terminée. Je vous retrouve la semaine prochaine, même studio, même heure dans cette émission de défense. Bonne semaine à tous.